Ce podcast vous est proposé par Total Energy. Ce podcast est bien enregistré par un être humain, pour l'instant. Mais demain, peut-être que la voix que vous entendrez sera celle d'une intelligence artificielle, une voix qui n'a pas besoin de respirer, qui ne se trompe pas, qui peut interviewer, animer, questionner sans jamais faiblir. La voix, c'est ce qu'on a de plus humain, mais l'intelligence artificielle s'y attaque également. Podcast, radio, sondage, call center, journalisme, les impacts de l'intelligence artificielle vocale sont immenses. Faut-il s'en réjouir ou s'en méfier ? Je suis Christophe Charlot, vous écoutez Face à l'IA, un podcast de Trends Tendance. Et pour évoquer tous ces sujets, je reçois aujourd'hui Dimitri Debos, qui est fondateur de Resona, une start-up qui a développé une IA intervieweuse. Oui, vous avez bien entendu, une IA qui mène des entretiens en temps réel avec la voix. Dimitri, bonjour. Bonjour Christophe. Alors, tu as lancé une start-up qui s'appelle Resona, qui propose quelque chose d'assez étonnant, de bluffant quelque part, c'est de discuter avec une intelligence artificielle, puisque tu as développé une IA intervieweuse. En 2 mots, ça fonctionne comment et ça sert à quoi ? Donc en fait, ce qu'on a développé, c'est une infrastructure qui permet à n'importe quelle organisation de créer son propre agent intervieweur. Donc comment ça se passe en pratique ? N'importe qui dans l'entreprise peut parler déjà à une AI, lui expliquer qu'est-ce qu'il cherche réellement, qu'est-ce qu'il cherchait, quelles infos il a envie d'obtenir auprès de ses clients, de ses partenaires, de ses employés. Donc le but, c'est chercher qu'est-ce que les personnes connaissent, qu'est-ce qu'elles ressentent, qu'est-ce qu'elles veulent. Donc il parle et automatiquement, un agent conversationnel, un agent d'interview est créé. Cet agent est distribué à toutes les personnes qui participent. Et donc, le participant, l'interviewé, du coup, reçoit ce lien et parle avec l'agent en fonction de ce qui a été déterminé par la personne qui a créé. Donc, par exemple, typiquement, dans le domaine des RH, un patron d'une grande boîte a envie d'avoir l'avis de ses employés. Il peut faire appel à vous. On lui crée une petite IA spécifique, grosso modo un agent intervieweur, comme tu le dis, et l'employé reçoit un lien sur lequel il clique et on démarre une conversation avec une intelligence artificielle. Ouais, exactement. Okay. Le but, c'est que ce soit tellement simple que même le CEO puisse le faire. Ça va faire plaisir à tous les CEO qui nous écoutent. Et donc, l'idée derrière ça, c'est quoi ? C'est remplacer un peu les instituts de sondage potentiellement, c'est aller chercher, faire des enquêtes. Donc il y a une partie en effet qui sont sur des enquêtes, mais ici l'idée c'est vraiment de pouvoir permettre à n'importe qui, n'importe quelle entreprise de justement pouvoir récolter ce que les gens de nouveau pensent, ressentent, veulent de manière super simple. Là où aujourd'hui des instituts de sondage peuvent le faire que pour des grandes entreprises, que sur des sujets très complexes, parce que ça coûte cher. Parce qu'il y a des humains qui passent 40 minutes avec des questions. Exactement. Ici, en fait, tu peux avoir l'équivalent de 100 intervieweurs qui bossent en parallèle pour toi. Jour et nuit. Mmh. Surtout, il permet aux interviewés de participer quand ils veulent à l'interview. Donc, il n'y a pas un meeting à booker. Disons, il y a 100 personnes qui ont répondu. Et juste après, l'analyse aussi se fait, elle aussi, de manière automatique. Par une IA, bien sûr. Par une IA aussi. Et donc, c'est ça que ça permet. Donc, tu as cette partie recherche, market research, mais c'est aussi c'est beaucoup plus large, en fait. Donc, il y a beaucoup de cas qui apparaissent chez nous toutes les semaines où, en fait, des personnes ont des nouvelles idées de comment est-ce qu'on pourrait utiliser la voix. Et donc, c'est justement, tout nouveau. les cas d'usage de ce genre d'outils. Donc, à la base, on comprend bien ce que tu veux faire. C'est déjà utilisé dans d'autres domaines, des cas d'usage auxquels tu ne t'attendais pas, par exemple ? Oui, j'ai eu un cas d'usage où on a fait un jeu de rôle pour le top management. Et donc, il y avait 4 niveaux. Il devait passer d'un niveau à l'autre et répondre en fonction des valeurs de l'entreprise pour pouvoir passer au niveau d'après. Donc c'était assez créatif de la part de quelqu'un. Il y a toi qui a une idée de faire des interviews d'entrepreneurs. Donc ça c'était assez unique aussi. Une expérience journalistique. Ouais. Expérience journalistique.
d'autres plus classiques dans les entreprises où un CEO voulait savoir ce qui se passait sur son terrain en Italie. Après un lancement de produit, voir si c'est un succès. Les clients qui sont plus clients, voir pourquoi est-ce qu'ils sont plus clients. Donc voilà, c'est très très large. C'est que le début. C'est ça. Tu expliquais, donc pour l'interviewer, l'expérience utilisateur est assez simple. Donc en fait, on reçoit un lien, on clique dessus avec son téléphone par exemple et on commence à discuter vraiment. Pour avoir fait l'expérience, c'est quand même assez étonnant parce que l'IA s'adapte assez bien aux propos. Mais de manière générale, comment c'est reçu par les personnes interviewées, hein, parce que malgré tout, ok, ça reste une IA, on est quand même un peu dans une troisième dimension, quoi, ou cinquième ou sixième dimension. Ouais. Alors en général, les personnes sont assez sceptiques au départ, et puis pendant l'interview, elles sont complètement bluffées. Et en fait, les gens parlent beaucoup plus que ce que je m'attendais au début, parce qu'en fait Léa est très à l'écoute, répète entre guillemets. C'est une gentille. Elle est gentille. En fait, on peut décider comment elle est, mais on l'a fait qu'elle est gentille. Elle fait de l'écoute active, et donc en fait les gens elle n'est pas jugeante. Donc ça veut dire quoi, que les gens se lâchent, ils racontent. Les gens se lâchent et ils racontent vraiment beaucoup plus. Il y a des études qui montrent que il y a 3 fois plus d'engagement dans les interviews orales que dans les interviews écrites. Et la richesse de ce qui est dit est aussi 3 fois plus grande. Donc en fait, on est à un facteur 10 par rapport à une étude écrite. Donc il y a vraiment les gens... Il n'y a pas justement, on pourrait croire qu'il y a quand même ce côté un peu méfiant, tu vois, avec ce qu'on peut expliquer aussi, qu'on ne sait pas toujours où partent les infos, comment c'est interprété, est-ce que c'est gardé, est-ce qu'on est surveillé par les Chinois, est-ce qu'on est... Enfin, tu vois, c'est quand même des craintes aussi, j'imagine, qui peuvent être légitimes. Oui, alors, ce que moi je vois, c'est une fois que les gens commencent, 80% vont jusqu'au bout. Donc soit il y a 20% ils s'arrêtent après la première question. Et ça peut-être que c'est pour ces raisons-là. Je devrais moi-même les interviewer pour voir. Bonne idée. Mais les autres, ils vont jusqu'au bout. Et c'est assez bluffant. Et à la fin, on a toujours une question pour demander comment s'est passée l'expérience. Et là, franchement, plus de 90% ont trouvé ça très bien. Et il y a 10% qui disent c'était très bien, mais c'est un peu bluffant. Et certaines personnes disent ça fait un peu peur. Donc oui, en effet, il y a cette crainte de voir quelque chose qui est... déjà si puissant alors que c'est le début. Ouais. Si je fais l'avocat du diable, c'est pas aussi un peu l'aspect nouveauté qui est quand même qui plaît peut-être aussi. Peut-être. Avocat du diable. Hein, non, mais comme toujours, la nouveauté attire certaines personnes et certaines personnes ne sont pas attirées par la nouveauté. Je pense que ce que certains... En tout cas, c'est que tout le monde en a marre des surveys, des études. Ça, je crois que personne aime remplir ça. Aujourd'hui, en effet, c'est tellement plus agréable de pouvoir juste parler, expliquer ce qu'on veut. Et pour une des premières fois, en fait, beaucoup de personnes se sentent enfin entendues, ce qui n'était pas le cas avant. Alors c'est vrai que ça me permet d'aborder un sujet un peu plus large que Resona. C'est vraiment tout ce développement d'IA vocale, parce que Resona est un cas d'usage dans lequel il y a pas mal de cas d'usage aussi, mais il y a des possibilités étonnantes. On a vu par exemple ces intelligences artificielles qui permettent, sur base simplement d'un texte, de créer carrément un podcast. Avec 2 personnes, c'est plutôt en anglais aujourd'hui, je pense. Non, maintenant c'est devenu dans 80 langues, dans toutes les langues. Ouais. Pour ça marche mieux en anglais. Ouais, maintenant, depuis ça vient d'être sorti, il y a tout maintenant. Et donc, oui, mais donc voilà, ce genre d'innovation est quand même étonnante. Il n'y a pas de limite. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Est-ce que pour toi, ça fait sens quelque part qu'on crée un podcast sur base d'un article et hop, on a 2 voix qui se mettent à parler ? Quelque part, c'est très désincarné aussi. C'est très désincarné. Moi, je pense que l'humain doit vraiment rester au centre tout le temps. Et chez nous, c'est vraiment important parce que chez nous, l'AI ne fait qu'interviewer des humains et met en avant ce que les humains ressortent. Après, sur chaque cas un peu différent. Donc ici, ce que tu mentionnes, Notebook LM, beaucoup de gens l'utilisent pour l'apprentissage, par exemple. Et donc, ils mettent leur syllabus, ils mettent leur formation. Et en fait, l'AI résume tout ça.
Et au lieu de résumer juste sur du texte, ça te résume de manière vocale. Et donc, si tu as une mémoire auditive, ça te permet de retenir beaucoup plus facilement l'information comme ça. Moi, j'ai fait ça pour mon fils, pour son cours d'informatique. Okay. J'ai mis tout dedans. Et en fait, ça l'a vraiment aidé à mieux apprendre. Okay. Je crois que il a réussi l'examen ? Pas, non. Voilà. Mais voilà, mais c'est une autre question. Mais ce qui arrive probablement après, dans le même domaine, ça va être pour la vidéo. Donc, tu vas avoir ton cours qui est vraiment fait pour toi. Mais donc voilà. Il y a toute la question évidemment des call centers dans les cas d'usage de la voix. Ouais. On voit là que en première ligne, par exemple, si vous appelez Proximus, aujourd'hui, il y a une intelligence artificielle qui écoute votre problème, qui va éventuellement y répondre, ou vous diriger sur une seconde ligne ou une troisième ligne, etc. Donc là, c'est des cas d'usage qui sont quand même aussi relativement étonnants. Alors, c'est le rêve de pas mal de patrons dans certains cas, mais là, on est quand même dans de l'IA remplaçante. Si on aborde cette question du remplacement de job, d'humain. Oui, alors pour le moment sur les call centers, donc c'est une très grosse niche dans la voix. Enfin, c'est plus qu'une niche, c'est une vraie verticale. Ce que moi je lis, c'est qu'il y a beaucoup qui sont aujourd'hui l'AI assistent beaucoup, parce qu'il y a encore pas mal de problèmes de reconnaissance d'accent, de choses comme ça dans le monde. Donc il y a beaucoup d'assistance dans la traduction, mais en effet sur de la première ligne, ça devient de plus en plus utilisé. Et en effet, certains jobs de première ligne vont être remplacés. Aujourd'hui, le but c'est de se dire qu'il y aura j'imagine pour ces entreprises-là, moi je ne suis pas dans ce domaine-là, mais les gens vont pouvoir mieux s'occuper de questions plus difficiles où l'intervention humaine doit être présente. Mais si tu dois juste demander de changer ton code de ta carte de crédit par téléphone, c'est un job, mais ça peut probablement être fait par... Il vaut mieux le donner à une IA qu'à un être humain, le code de crédit. Ça passe. Non, mais... Ça, c'est un gros problème de sécurité avec l'AI. Oui, de manière générale, c'est... où tous les systèmes aujourd'hui qui sont développés par des lovables, des choses comme ça. Il y a des failles de sécurité partout. Tu veux dire quoi par des failles de sécurité ? Si tu fais en vocal ? Non, si tu fais tout ce qui est vibe coding, ta propre plateforme, tu crées des plateformes, ça crée des trous de sécurité partout. D'accord. Sur la voix, il y a aussi des énormes risques potentiels. J'imagine que tu voulais aborder ce sujet-là. Oui, on va bien sûr. Je te garde ces questions-là pour la fin. Je voulais rester peut-être sur les cas d'usage et peut-être tu l'avais évoqué tout à l'heure. C'est vrai qu'avant l'été, on avait fait ensemble une expérience où, en découvrant ce que faisait Resona, je me suis dit en tant que journaliste, au fait, est-ce qu'on ne se mettrait pas à l'épreuve et permettre aux journalistes de faire ces interviews par une intelligence artificielle ? Et donc, j'avais déterminé un sujet qui était, donc je remets un petit peu en contexte, l'idée c'était d'interroger les fondateurs de start-up pour voir comment ils utilisaient l'intelligence artificielle dans leur boîte. Et donc, on avait travaillé ensemble pour justement créer cet agent qui allait me remplacer quelque part et interroger. Donc, j'avais envoyé le lien et je crois qu'on a eu une quarantaine de patrons de start-up qui avaient participé. On a eu des résultats et puis on avait ensemble fait mouliner ça dans une intelligence artificielle pour en sortir un article qu'on avait publié à l'époque. Du coup, évidemment, j'imagine que c'est très niche et que c'est peut-être pas, toi, le genre de business que tu veux développer, mais est-ce que c'est le genre d'évolution dans lesquelles tu crois, ou tu te dis, oui, au fait, c'est vrai, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas des journalistes AI ? Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas... est-ce que c'est le genre de truc dans lequel tu crois ? Moi, ce que je crois, c'est que il y a moyen de donner la parole à beaucoup plus de monde que ce qu'il y avait avant avec l'AI. Donc et donc je pense que ce qu'on a fait avec les interviews avec toi pour les journalistes, tu as pu interviewer, même si c'était pas toi, 40 entrepreneurs, tu aurais pu en avoir 100 ou 200, prendre le feedback de toutes ces personnes-là pour faire un article ou une série d'articles, ce que tu n'aurais jamais pu faire avant. Et donc je pense que ça, c'est quelque chose qui est vraiment nouveau. Donc c'est d'arriver à cette quantité qu'on ne pouvait pas avoir avant. Avant, soit on avait
typiquement pour un journaliste, tu interviewais 2-3 personnes. Ouais. Soit tu faisais une survey où tu interviewais peut-être 100 personnes, 200 personnes par écrit, mais c'était l'un ou l'autre. Ouais. Ici, avec la technologie qui fait des interviews comme Resona, tu peux avoir les deux ensemble. Tu peux avoir le scale, comme on dit, du nombre de personnes que tu interviews, tout en ayant la profondeur. Et avec ça, derrière, tu peux en faire des choses qu'on n'imagine pas encore. En fait, tous les jours, c'est tellement le début qu'en fait, il y a moyen d'en faire plein de choses. Tu pourrais écrire un livre sur des sportifs très connus, par exemple, de cette manière-là, peut-être, en ayant toute une série d'interviews, pas qu'une interview, qui s'enrichit sur les interviews précédentes. Donc, c'est ça. Avec quelque part, moi je me rappelle de cette expérience et je me dis, c'est vrai qu'alors il y a ce côté-là, mais il y a quand même une vraie perte. Enfin, moi j'ai eu quand même un peu la sensation de la perte de contrôle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu fais faire tes interviews par quelqu'un d'autre, tu cernes un peu moins le sujet. Alors oui, tu as une IA derrière qui vient rechercher les bonnes informations, ou des informations pertinentes si on l'a bien briefé, etc. Ou des gens qui disent des choses un peu qui sortent de l'ordinaire ou inhabituels, qui sont du coup intéressants, mais on n'avait plus la main, quoi. Moi, voilà, donc c'était quand même une sensation différente par rapport au traitement d'infos. Ouais, mais déjà, c'est plusieurs choses. Déjà, avoir une conversation, ça c'est quelque chose qu'on a réellement entre deux humains. Donc là, nous, on a une conversation, on crée un lien qui va durer au-delà de juste de moment qu'on prend ici ensemble. Ça, c'est une vraie conversation. Avec l'AI, j'aime pas beaucoup le terme conversationnel parce que pour moi, c'est pas une conversation. C'est pour ça que je préfère interview. Voilà, c'est un peu plus enfin, il y a quand même froid. Oui, mais malgré tout, tu essayes de créer une expérience où tu as quelque chose d'assez fluide, quelque chose où l'IA répond quand même, et elle s'adapte. Donc, elle s'adapte à l'exemple que va donner l'humain, et donc elle va quand même cloner une conversation. Oui, non, elle va... Et c'est d'ailleurs le grand challenge qu'on a tout le temps, c'est arriver à rendre l'AI la plus humaine possible. Alors, elle ne connaît rien d'humain, donc il faut lui expliquer avec tout ce qui a été écrit en psychologie ces 50 dernières années, c'est quoi une conversation humaine et naturelle. Mais, donc, parce qu'avec ça, les participants se sentent plus à l'aise et donnent plus d'informations, ce qui est le but dans ce cas-là. Mais quand tu parles du traitement de l'information, c'est normal que tu ne puisses pas traiter 40 interviews en un coup, parce que mentalement, c'est quelque chose qui dépasse notre capacité humaine de notre cerveau. Et là, c'était que 40, imagine 500, c'est juste pas possible. Donc, l'interview personnelle restera toujours quelque chose enfin, à mon avis, de plus riche, de plus profond, qui ne peut pas être remplacé. Donc, donc, il faut garder ces relations humaines et même en faire de plus en plus. Tu ne crois pas que ça ira quand même de plus en plus loin aussi, tu vois, que ce soit dans un call center pour des trucs un peu basiques, mais quand même, ou dans des vraies conversations, parce que tout est fait aussi, hein. Enfin, on va peut-être juste aborder après le point de la technologie sans rentrer dans trop de détails, mais où tout est quand même fait pour créer ce sentiment d'humanisation de ces IA vocales. Tout sera fait pour, ce sera de plus en plus réel et à un moment donné, je pense qu'on ne verra plus la différence. Oui. Oui, vraiment, dans quelques années. Mais c'est pas parce que la technologie le permet que c'est bien pour les humains, pour leur bien-être mental, parce qu'il y a beaucoup d'études qui montrent aujourd'hui que parler à ChatGPT comme assistant, c'est pas toujours bon. Et donc à un moment donné, de nouveau, c'est pas une conversation, c'est un semblant de conversation, mais on crée pas de vrai lien social comme on en crée réellement avec un humain. Donc enfin, c'est mon point de vue personnel. Oui. Pour moi, c'est très important, de toujours bien dire que quand on parle à une AI, c'est une AI, d'un point de vue éthique, et jamais on remplacera l'amitié, la camaraderie, la discussion entre bien nous. Sûr. Mais en même temps, j'imagine que
dans ceux qui sont peut-être plus réticents par rapport à ce que tu développes aussi, ou ce que tu participes à développer, on peut te dire que tu participes quelque part à désincarner un peu la parole, à remplacer l'humain par du entre guillemets fake. J'imagine que c'est peut-être le genre de retour que tu dois avoir aussi. On me le dit pas encore beaucoup, mais peut-être qu'on va me le dire, ou en tout cas toi tu me le dis. T'as bien fait de venir. Exactement. Pour moi, ce qu'on permet de faire, c'est vraiment donner la parole aux humains pour vraiment dire qu'est-ce qu'ils ressentent, qu'est-ce qu'ils pensent. Et je peux vraiment m'imaginer plus tard une évolution même du système démocratique dans lequel on vit, dans lequel les populations, on nous demanderait notre avis sur des sujets comme ça de manière beaucoup plus régulière, et on pourrait vraiment donner notre voix qui compte, là où aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc je comprends qu'on me dit ça, mais je pense que, de nouveau, si c'est bien utilisé, comme toute technologie, elle peut être bien ou moins bien utilisée, mais ça permet vraiment de donner la voix aux gens. Et de nouveau, quand on s'exprime par la voix, on s'exprime beaucoup mieux, beaucoup plus, en tout cas, peut-être pas les journalistes, c'est un peu un cas particulier, mais vocalement, on s'exprime beaucoup mieux comme ça, c'est plus accessible à un plus grand nombre, et toutes les études le montrent. Ouais. On écrit depuis 300 ans, on parle depuis 100 000 ans. Je reviens sur un petit truc que tu as dit, où tu disais d'ici 2 ans, grosso modo, on fera même plus la différence entre l'humain et l'intelligence artificielle au niveau vocal. J'ai l'impression que déjà aujourd'hui, quand on utilise ChatGPT en local, les progrès ont été dingues en quelques mois, ou en tout cas depuis quelques mois avant l'été, on a vraiment vu un changement radical avec une IA qui est beaucoup plus fluide, qui rajoute des petits et qui même a tendance à faire des petits rires ou à des petits... C'est étonnant quand même. C'est-à-dire que là, c'est quoi, ces derniers mois, on a explosé technologiquement le truc de la voix. Oui, il y a eu beaucoup de shifts ces 2 dernières années sur la voix. Donc ce qu'on fait aujourd'hui était impossible avant. Récemment, donc historiquement, les modèles de voix se passent en 3 étapes. Il y a une première étape qui est ce qu'on appelle le speech to text, donc on transforme la voix en texte. Et puis ensuite, il y a le texte qui est traité, et ça c'est typiquement OpenAI, donc ChatGPT qui traite l'interview et qui répond. Donc là, et puis après, il y a un modèle de text-to-speech qui transforme le texte en voix. Donc ça, c'est les modèles historiques fonctionnent comme ça. Qui se font en des fractions de Qui secondes, se font en millisecondes. Ouais. De nouveau, il y a 18 mois, ça fonctionnait pas. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'on peut faire des interviews. C'est parce que tous les modèles ont été suffisamment améliorés pour qu'ils fonctionnent avec des taux de latence très bas. Normalement, il faut que la latence totale de tout ce système soit en dessous d'1 seconde pour que ça commence à paraître normal. Donc ça, c'est assez récent. Le gros changement qui est en train d'apparaître, et donc, juste avant le changement, là où forcément on perd beaucoup en termes de qualité humaine, c'est qu'on passe par le texte, et dans le texte, il n'y a pas tous les petits clous, les petites intonations, les hésitations, tout ça est complètement lissé par le texte. Ouais. Et maintenant, ce qui commence à apparaître, et OpenAI a finalement sorti sa version en production, avant c'était bêta, c'est ce qu'eux appellent Real-Time API. Chez eux, c'est le speech-to-speech. Okay. Donc on passe plus par le texte alors. On passe plus par le texte. C'est des modèles qui sont entraînés que sur de la voix et donc du coup on parle de voix à voix. Et donc ça marche extrêmement bien justement si tu veux chatter. Aujourd'hui, il y a encore des limites si tu veux faire une interview, parce que c'est plus compliqué de lui donner un contrôle où tu veux que ton interview soit quand même assez scriptée pour qu'il suive des informations, pour qu'il appelle des outils tiers. Donc il y a encore des limitations technologiques sur pas mal de sujets. Mais voilà, là ça vient de sortir la version 1, je dirais, pour le grand public. Ouais. Donc c'est pour ça que dans les prochaines années, ça attend les versions 2, 3, 4, 5, ça va exploser. Voilà. Et les coûts aujourd'hui, c'est encore très très cher. Les coûts. Ouais. Donc aujourd'hui, je pense
si tu devais faire un call center en real-time API, ça coûterait plus cher qu'un humain. D'accord. Ah oui. Donc, donc aujourd'hui, c'est pas prêt pour de la réelle production, mais voilà, dans quelques années ou dans quelques mois, en fonction de l'évolution, ce sera le cas. Ok, alors dernière question, parce qu'effectivement le temps passe, mais j'avais dit que je te la poserais. C'est évidemment le gros point sensible, c'est tout ce qui est fake, tout ce qui est arnaque lié à la voix. J'imagine qu'en parallèle des beaux développements que des entreprises respectueuses comme Resona peuvent faire, il y a plein d'arnaques qui sont peut-être en train de se développer, qui sont déjà développées. Il y a des arnaques monstrueuses. Oui. Il y a déjà eu plein de vols de données. Par la voix. Par la voix, donc les choses connues. Il y a eu un comptable qui a fait un énorme virement parce qu'il lui a reçu un coup de téléphone de son CEO qui lui a dit de verser, mais ce n'était pas la vraie personne. Il y a eu des demandes de rançon de personnes à l'étranger, donc c'est payé. Donc, avec les réseaux sociaux, en fait, il y a deux dangers. C'est que on peut voir où tu es à un certain moment. On peut prendre tes vidéos, tes podcasts, reproduire ta voix aujourd'hui. C'est vraiment très très simple. Il suffit de quelques secondes. Et donc, il va y avoir beaucoup d'arnaques. Et donc, si j'ai un conseil à donner à tout le monde, c'est d'avoir un mot de passe pour sa famille ou une petite phrase secrète. Okay. Et comme ça, s'il y a un appel un peu étrange, on peut le demander parce que c'est vraiment catastrophique. Et récemment, Sam Altman disait que pour lui, il fallait absolument que les banques arrêtent de demander de l'identification par la voix parce que c'est absolument plus... c'est si facile de cloner une voix. Ouais. C'est tellement facile. Mais là, c'est même pas pirate, c'est tous les programmes de voix, ils ont tous un clonage de voix et ça coûte 5 €. Donc faut même pas... C'est gratuit. C'est un business rentable, j'imagine, aussi. Ça doit être très rentable, oui, voilà. Parfait. Écoute, on sera vigilant à l'avenir. Un grand merci. En tout cas, on a 26 minutes de ta voix, mais on s'en servira bien. Ça va. Merci beaucoup, Christophe. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté ce podcast proposé par Total Energy.